et merci à tous de me donner l'opportunité de parler de cybersécurité ce soir. C'est un sujet que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Alors, je vais partager mon écran. Hop, hop. Ah, dernier slide, ça commence bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Je pense que oui. Ok, super. Alors oui, effectivement, la cybersécurité, c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui est à la fois terrifiant et passionnant parce qu'il nous concerne tous. Je pense notamment depuis cette révolution numérique qu'on connaît depuis un petit moment. Et pour parler en fait de cybersécurité, je vais parler de cas concrets qu'on a au sein de notre société, au sein de notre application, notre solution MyBuzz. Donc, je vais rapidement expliquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on s'efforce à faire, et je vais mettre sous le microscope trois cas d'usage bien spécifiques sur lesquels on avait un fort enjeu de sécurité. Donc, c'est une belle transition parce qu'on parle de mobilité et de sécurité depuis tout à l'heure, et là, on est en plein dans le sujet. Puisque qu'est-ce qu'on fait nous? Alors on est une startup, on s'appelle Monkey Factory, on est une startup depuis plusieurs années maintenant, et on édite en fait une plateforme MaaS, MaaS qui signifie Mobility as a Service. Je reviendrai un peu dessus tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que cette chose exactement. Et on édite une solution grand public en fait qui est une application mobile qui s'appelle MyBus. Alors MyBus, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'une plateforme MaaS? Pour expliquer un peu ce que c'est, je vais parler de la mobilité avant tout. Vous l'avez remarqué, je pense, la mobilité est en train de changer depuis plusieurs années maintenant. On a vécu sur le siècle dernier sur le tout voiture ou le tout train ou le tout TGV, mais en l'occurrence, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a vu fleurir dans nos villes de toute taille, hein, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, plein de modes de transport différents. Et j'espère un jour qu'on pourra avoir des skates volants, mais a priori pour le moment c'est pas encore le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que on a aujourd'hui une multitude de modes de transport qui existent, et on a une difficulté. Enfin, je pense que tout le monde la connaît, c'est que quand on veut faire quand on veut se mouvoir, quand on veut bouger d'un point A à un point B, et qu'on n'est pas forcément à côté d'une gare d'une grande ville et qu'on ne veut pas forcément aller dans une autre grande ville, dans une gare, et ben en fait on est vite bloqué, on est vite limité parce qu'il faut se débrouiller soi-même en fait. C'est-à-dire que généralement, si on veut faire d'une petite ville à côté de Lyon vers une petite ville à côté de Paris, et ben on va prendre un ticket TGV Lyon-Paris, puis après on va se débrouiller. Donc on va prendre un peu de voiture, une trottinette en libre partage par exemple, on va réserver sa place de parking, etc. Et tout ça va falloir le faire en fait nous-mêmes à travers 40 applications, une application pour payer le parking, une application pour payer son titre de bus, pour aller jusqu'à la gare, une autre application pour le titre TGV, et ainsi de suite. Je pense que ça parle à tout le monde, ce cas d'usage. C'est assez compliqué, c'est fastidieux. Et en fait, c'est de cette problématique qu'essaye de répondre une plateforme MaaS, en essayant d'interconnecter en fait tous les modes de transport possibles et inimaginables. Donc aujourd'hui, l'application MyBus, c'est ce qu'elle essaye de faire. Alors, bien sûr, c'est infini parce que des modes de transport, il y en aura toujours des nouveaux. C'est pour ça que je dis qu'elle essaye de faire. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve actuellement dans MyBus, c'est tous vos tickets de transport dans un seul portefeuille sécurisé unique. Donc que ce soit des tickets de bus, des tickets de tram, pouvoir réserver une trottinette, un ticket TGV, etc. Et en fait, ce portefeuille sécurisé unique, c'est ni plus ni moins que votre smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre smartphone est un coffre-fort numérique. Et cette phrase, elle est antinomique parce que je pense qu'on le sait tous qu'un smartphone est loin d'être un appareil qui est très protégé. Un jour, quelqu'un a dit, alors je ne me rappelle plus exactement qui, mais quelqu'un a dit qu'un appareil électronique sécurisé et inviolable, c'était un appareil électronique qui était éteint, non connecté à Internet, détruit et enterré 6 pieds sous terre. Donc autant dire, voilà, un chou de Bruxelles par exemple est sécurisé, mais un smartphone est loin d'être sécurisé. Pourquoi le chou de Bruxelles, je ne sais pas. C'était un mot comme ça qui me venait parce qu'effectivement, il n'est pas connecté à Internet, et tout ça pour dire que on a d'ores et déjà un énorme enjeu de sécurité. C'est que le smartphone doit être sécurisé, alors que le smartphone n'est pas, par définition, quelque chose de sécurisé. Je ferai 3 focus juste après, mais avant tout, je vais parler un peu de ce que fait l'application. Donc évidemment, on parle de mobilité, donc on va parler d'un calculateur d'itinéraire. Ça, c'est un peu la base de la mobilité. Comment se rendre d'un point A à un point B, et on essaye d'y ajouter autant de multimodalités qu'il en existe. La multimodalité, petite parenthèse, c'est la prise en compte en fait de plein de modes de transport différents.
Et vu qu'on est sur quelque chose d'innovant, une application mobile et que dans le digital, on peut se permettre plein de choses, on propose aussi tout un tas de petites fonctionnalités exclusives, comme par exemple le suivi d'amis. Le suivi d'amis, c'est ni plus ni moins que le tracking. En fait, on a une liste d'amis, une liste d'utilisateurs qu'on a dans notre application. Et en fait, on peut traquer en temps réel les validations de chacun de ses amis. Donc là, normalement, ça doit faire tilt pour pas mal d'entre vous parce qu'on doit se dire, OK, ça veut dire que si on est traqué, on a des positions, on a la géolocalisation avant qu'elle soit anonymisée des utilisateurs. Donc là, deuxième enjeu fort, au-delà du smartphone qui n'est pas sécurisé, le deuxième enjeu fort, c'est comment on fait pour protéger la géolocalisation et les données sensibles des utilisateurs. Et on a aussi des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui sont difficiles à mettre en place dans le monde tangible. Ce sont par exemple les titres gratuits réservés aux demandeurs d'emploi ou les titres à moitié prix pour les moins de 26 ans, pour les étudiants. Et comment dire, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la vie matérielle, avoir un titre gratuit quand on est demandeur d'emploi, c'est fastidieux parce qu'il faut se rendre à la boutique, il faut apporter son justificatif, il faut faire l'effort déjà de faire tout ça. Et ce qu'on essaie de faire à travers MyBuzz, c'est vraiment d'ajouter de la simplicité et de l'accessibilité pour tout ça. Et comme on le sait tous, la sécurité, c'est ni plus ni moins qu'un curseur habilement placé entre justement sécuriser quelque chose, mais ne pas non plus tout bloquer. Comme je l'ai dit, quelque chose qui est vraiment sécurisé, c'est quelque chose qui n'est pas connecté à Internet, c'est quelque chose qui ne marche même pas en fait. D'où l'image avec le chou de Bruxelles. Donc, on a effectivement des gros enjeux de sécurité dans le monde de la mobilité dans le smartphone. Et je vais faire le focus sur 3. Le premier, c'est un cas d'usage qu'on est en train de mettre en place, c'est le paiement à l'usage. Donc, le paiement à l'usage, c'est en fait comme le badge télépéage pour les autoroutes. C'est ceux qui vont tout à gauche sur les barrières d'autoroute. Et ça, en fait, ça consiste tout simplement à consommer sans payer et recevoir une facture à la fin du mois. Imaginez 5 minutes que vous ayez accès, qu'il y a un petit soft, un petit utilitaire sur Internet qui permet d'accéder à la base du télépéage français. Imaginez aussi que c'est très facile pour vous de modifier l'historique de vos consommations. Là, je pense que vous avez un peu l'idée en tête, l'idée que j'ai, je pense que vous l'imaginez. Ce serait très simple finalement de dire non, mais moi, ce mois-ci, j'ai rien consommé et du coup, on reçoit une facture à 0 € à la fin du mois. Donc là, il y a un premier enjeu, c'est comment on assure l'intégrité de l'historique des consommations des usagers dans le cas du paiement à l'usage. Ensuite, on a tout ce qui est identité. On vend à travers MyBuzz différents types de titres. On peut avoir le simple titre unitaire à 1,50 € ou 1 € ou 2 € en moyenne, qui est généralement anonyme. Hein, c'est l'équivalent du petit ticket carton. Donc là, ce n'est pas très grave, il n'y a pas de notion directe avec l'identité, la forte identité d'une personne. Par contre, dans le cadre d'un abonnement annuel qui coûte 500 ou 600 €, ou dans le cadre d'un ticket TGV, ou même un billet d'avion à 1000, 1500 €, là, c'est nominatif bien souvent, et on a besoin d'être sûr de l'identité de la personne. Et ensuite, le dernier enjeu, c'est, je reviens sur mes titres qui sont à l'intérieur de mon smartphone, dans mon fameux coffre-fort sécurisé. Ce qu'on fait en fait pour avoir ça, c'est qu'on procède à une dématérialisation. On rend intangible ce qui est tangible. On procède à une dématérialisation des titres directement dans le téléphone. Donc en fait, la dématérialisation, c'est ni plus ni moins qu'une suite d'octets. Donc finalement, quelques bits ici ou là dans le téléphone qui sont accessibles finalement. Donc premier cas d'usage, le post-paiement, donc le paiement à l'usage. Et on a utilisé en fait la blockchain. Alors, je ne suis pas du tout un expert blockchain, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises ce soir, mais pourquoi on a utilisé la blockchain? Je l'ai dit au tout début, on a besoin d'avoir une base de données qui est fiable, sécurisée et dont on peut assurer l'intégrité. Puisqu'il faut absolument qu'en chaque fin de mois, on connaisse le véritable historique d'usage de chaque usager qui ont utilisé cette fonctionnalité-là. Et la blockchain, en fait, ça tombe bien parce que c'est ce qu'elle nous propose. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le résumer vraiment très facilement parce que le but, c'est d'essayer de vulgariser un peu tout ça. La blockchain, c'est quelque chose qui est à la mode. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle tout le temps et on associe ça un peu trop souvent à la crypto-monnaie, aux crypto-actifs. Et en fait, c'est pas intrinsèquement lié. C'est-à-dire que la blockchain, c'est avant tout un registre qui est distribué, donc une sorte de base de données. Il faut imaginer une base de données qui est dupliquée
Il y a plusieurs blockchains, hein, bien entendu, et il faut imaginer une base de données qui est dupliquée à travers des dizaines et des centaines d'utilisateurs. Et cette blockchain, en fait, cette base de données, elle est vérifiée constamment. Ce qui fait que si à un moment donné, on a un problème d'intégrité, si on a une base de données qui est corrompue, on le voit très vite puisque les autres ne sont pas corrompus, ou alors il faudrait corrompre toutes les bases de données, ce qui est quand même assez complexe puisque c'est sur des serveurs partout dans le monde. Si à un moment donné, on a cette base de données qui contient notre historique de consommation, d'usage de nos usagers, qui est corrompu, eh ben, on le voit très vite. Donc en fait, la blockchain va nous assurer cette intégrité dont on a besoin pour faire ce type de fonctionnalité. On pourrait simplement se dire, chaque fois que quelqu'un valide une transaction, fait une validation sans paiement, donc avec un paiement en fin de mois, on pourrait se dire on le stocke dans une base de données à nous, qu'on réplique à 2-3 fois. Sauf que finalement, si quelqu'un arrive à intégrer notre système et à manipuler notre base de données comme il l'entend, c'est relativement indétectable. Même si on peut mettre en place des systèmes pour détecter des intrusions, malgré tout, c'est assez fastidieux. Et on pourrait très bien, en toute transparence, avoir une consommation à 0 € alors que quelqu'un utilise pleinement l'application. Donc, c'est là où la blockchain joue pleinement son rôle. Et nous, on a utilisé la blockchain non pas pour des crypto-monnaies, mais vraiment pour… enfin, on a mis en place en fait un système de smart contract. L'idée du smart contract, pardon pour ces termes un peu barbares pour ceux qui ne sont pas forcément dans le domaine, mais l'idée du smart contract, c'est d'automatiser en fait l'écriture de chaque mouvement au sein de la blockchain. Donc l'idée, ça va être de tenir un registre où chaque transaction ou chaque validation d'un usager va être enregistrée via la blockchain. Je ne rentre pas plus dans le détail sur ce sujet parce que j'en ai deux autres qui sont peut-être un peu plus ludiques et un petit peu moins techniques que celui-ci. Mais voilà, à chaque fonctionnalité, on a un enjeu de sécurité qui est différent et on a des solutions qui s'offrent à nous. Le deuxième enjeu va être lié à l'identité des personnes. Souvenez-vous, on va dire dans les années 70, 80 et 90 à peu près, on utilisait Internet totalement d'une manière différente par rapport à aujourd'hui. Moi, je me souviens quand je m'inscrivais sur un forum dans les années 90, et je mettais pas mon vrai prénom, je mettais pas mon vrai nom, je mettais pas ma vraie adresse email si je pouvais. En tout cas, à l'époque, c'était quand même un autre type d'internet, je dirais. Et voilà, j'utilisais tout un tas de pseudos, le beau gosse du 51 par exemple, voilà, pour prendre un exemple. Je pense que ça parle à certains d'entre nous, même si ce pseudo est clairement ridicule. En tout cas, je ne mettais pas mes vraies informations. Et puis, les années 2000 sont arrivées, Facebook est arrivé et le culte de l'identité est arrivé. Et en fait, l'humain, l'usager d'Internet est devenu un produit, clairement. Et on nous a un peu conditionnés pour mettre notre vrai nom, vrai prénom. Sauf qu'en fait, on nous a conditionnés à faire ça uniquement dans des services futiles comme Facebook, ce que j'appelle futile, hein. On s'entend, c'est les avis de chacun, mais comme Facebook, comme Tinder, par exemple, voilà, où on va mettre notre vrai nom, vrai prénom, photo de profil. On donne en fait, comme si c'était le bon Dieu, comme si c'était Jésus, on donne absolument toutes nos informations personnelles. Et finalement, pour d'autres services, comme MyBus, des fois, non, on va continuer de mettre un faux nom, un faux prénom, une fausse adresse email. Ça fonctionne comme ça. Je pense que le cerveau humain fonctionne comme ça. Et nous, ça nous pose un problème. Alors, comme je le disais, on a deux types de titres. On va avoir un titre qui est unitaire, qui n'est pas nominatif, qui est bien souvent anonyme. Donc là, ce n'est pas gênant. Par contre, pour un titre à plus forte valeur, comme un titre TGV ou un billet d'avion ou un abonnement mensuel ou annuel, on a besoin d'être sûr que la personne qui possède ce titre est bien la personne qui utilise ce titre. Je vais prendre l'exemple tout bête d'un titre étudiant à moitié prix. Il ne faudrait pas que quelqu'un utilise le compte de son petit frère qui est étudiant, en effet, pour utiliser des titres moins chers. Parce que là, on se rend compte qu'il y a une véritable faille. Notre but à nous, ce n'est pas de rajouter des portes dérobées dans le monde de la mobilité, hein, bien entendu. Donc, on a besoin de sécuriser tout ça et on a besoin de faire de la vérification d'identité. Alors, qu'est-ce que la vérification d'identité? J'aurais peut-être dû commencer par là. La vérification d'identité, c'est s'assurer de la véracité et de l'exactitude des informations renseignées. Par là, en fait, on essaye d'éviter les faux, les faux documents, l'utilisation de la carte d'identité d'un copain ou même d'une carte d'identité qu'on pourrait trouver sur le darknet, parce que ça se trouve assez facilement. Et on essaye aussi d'empêcher l'usurpation d'identité ou même le vol d'identité, hein, c'est un peu lié.
Et pour ça, en fait, on a mis en place un système pardon, qui est inspiré de l'application Lydia. Lydia, c'est une néobanque, on va l'appeler comme ça. Je pense que ça se définit comme ça. Et le système de Lydia nous a vachement inspiré puisque il propose en fait. Alors l'objectif de Lydia, c'est qu'on s'inscrit très rapidement en fait, et c'est comme si on pouvait ouvrir un compte bancaire très très facilement. Vous imaginez si on pouvait ouvrir un compte bancaire à n'importe quel nom, les conséquences, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et les conséquences que ça pourrait avoir. Et bien Lydia, en fait, ils ont un système de profil vérifié qui offre des fonctionnalités premium entre guillemets. Et pour accéder à ce profil vérifié, on procède par une étape assez simple, c'est-à-dire qu'on va uploader, donc c'est un peu les images que vous avez sur le slide, on va uploader une sorte de vidéo ou une photo d'un titre officiel comme un passeport, une carte nationale d'identité ou un permis de conduire. Et plutôt que de se contenter d'un scan, on va venir faire en fait une vidéo pour montrer la brillance du document. Là, on évite en fait comment dire, les trucs modifiés sur Photoshop ou les documents trouvés sur Internet à droite ou à gauche. On ajoute un premier niveau de sécurité. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, puisque en fait, en plus de ça, ils demandent de faire un petit selfie vidéo. C'est assez ludique à faire, c'est assez sympa, c'est assez rapide en plus. Ça nécessite d'avoir une caméra sur son smartphone, mais c'est quelque chose qui est assez classique. Et en fait, ce petit selfie vidéo, il ne se contente pas de prendre en vidéo la personne. Donc, bien entendu, il nous demande de tourner la tête de gauche à droite, de haut en bas, etc., pour vérifier que nos points classiques de notre visage correspondent avec ce qu'on a sur notre document officiel. Mais le petit selfie vidéo nous demande de dire à haute voix une petite phrase qui est générée, en fait, qui est presque une petite phrase de usage unique et qui est générée à l'instant où on fait la vidéo. Et la phrase, en fait, elle ne veut rien dire, elle permet juste de vérifier que la vidéo n'a pas été préenregistrée, puis envoyée à un copain, etc. Et ce sont des petites vérifications qui permettent en fait de simuler un peu comme un contrôle douanier où le douanier finalement va prendre votre passeport, il va regarder votre tête et il va regarder si ça correspond et si le passeport est correct. Et en fait, on a imaginé une numérisation de tout ça, une digitalisation de ce process-là pour éviter que ce soit, parce qu'on est quand même dans le digital, donc l'objectif c'est de faire appel le moins possible à un acte humain. Et cette petite vérification, qui est 100% automatique, nous permet de valider l'exactitude en fait, des informations qui sont fournies et de récupérer le nom, le prénom, la date de naissance, par exemple, et de s'assurer que l'usager qui achète un titre nominatif est bien l'usager qui achète un titre nominatif et que ce ne soit pas un pseudo, une fausse personne, etc. Donc la vérification d'identité est assez importante pour nous. Mais pour certains titres uniquement. Le troisième cas, qui est un petit peu plus, qui est encore plus important, c'est pour ça que je l'ai volontairement mis à la fin, c'est en lien direct avec la dématérialisation. J'en parlais un peu au début de cet exposé. Pour avoir tous les titres de transport dans son téléphone, bien entendu, on procède à une dématérialisation du titre. Hein. Vous achetez pas un titre que vous recevez par la poste 3 jours plus tard, comme une carte cadeau Sephora, que sais-je encore. C'est véritablement quelques octets qui sont inscrits dans une base de données locale du téléphone. Alors, même si on le chiffre, même si on le protège comme on veut, ça n'empêche que ça reste qu'une suite d'octets qui est accessible. Je l'ai dit en début, un smartphone, c'est loin d'être un système inviolable, loin de là, que ce soit sur Android ou iOS. Alors, c'est encore plus simple sur Android. Hein, on peut facilement accéder à tout ce que contient notre téléphone et venir modifier localement des bases de données. Alors, pour comprendre à quoi sert une signature numérique, pourquoi on le fait, j'expliquerai ensuite un peu comment ça marche. J'essaierai de vulgariser ce process-là. Pour comprendre en fait à quoi ça marche, alors je vais déjà expliquer à quoi ça sert. Une signature numérique, ça permet de garantir l'intégrité d'un document et l'authentification de l'auteur. Donc on prend un peu les deux premiers use cases que j'ai parlé juste avant, hein, la blockchain et la vérification d'identité, et on se rend compte là qu'il y a un lien direct. Garantir l'intégrité d'un document, ça signifie tout simplement, pour expliquer ça, je vais prendre un cas concret, vous allez vite comprendre. Imaginez qu'on achète un titre unitaire à 1,50 € et qu'on s'amuse à trifouiller un peu le téléphone pour aller modifier les attributs d'un titre qui serait dématérialisé. Donc ce titre, on l'a acheté, 1,50 €, très bien. On vient le mettre sur le téléphone, donc c'est une suite d'octets encore une fois, avec tout un tas d'attributs. Et dans les attributs, on a notamment titre unitaire valable une fois.
Imaginez que quelqu'un s'amuse à modifier ces attributs-là. Donc, il vient corrompre le document, en l'occurrence, c'est notre titre, et il vient dire non, non, c'est pas un titre unitaire, c'est un titre annuel que je peux utiliser à l'infini du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est carrément indétectable, tel quel. C'est indétectable parce que le titre annuel existe. Donc, en fait, on transforme un titre unitaire en titre annuel. Pour être sûr que le document reste intègre de l'achat à la validation, un processus d'achat où on dématérialise sur son téléphone à la validation dans un véhicule, eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle une signature numérique, en l'occurrence par chiffrement asymétrique, ça c'est ce qu'on a choisi. Il y a plusieurs méthodes de le faire. Et je vais vous expliquer en fait comment fonctionne cette signature numérique. Avant tout, il faut savoir que la signature numérique se vérifie. Elle ne se décode pas, ce n'est pas un message codé, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier uniquement. C'est de la vérification. Alors, concrètement, comment ça marche? On a donc notre titre avec son lot de données. Donc, il faut savoir que cette signature numérique, elle est faite au moment de la validation, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence humaine à ce moment-là. Dès lors où c'est au moment de l'achat, pardon, au moment de la dématérialisation. On a un ensemble de données en clair, donc des propriétés comme titre unitaire, qui va être condensé. On va en générer une empreinte. Pour ça, on utilise une fonction de hachage, à ne pas confondre avec une fonction de chiffrement, puisque la grosse différence entre le chiffrement et le hachage, c'est que le chiffrement ou le codage, par définition, se déchiffre ou se décode. À l'inverse, le hachage, c'est une action irréversible. Prenez un steak, vous en faites un steak haché, vous n'arriverez jamais avec votre steak haché à en refaire un steak. C'est impossible. Donc, on va générer une empreinte, un condensat avec une fonction de hachage de nos données en clair. Ensuite, on va venir chiffrer cette empreinte avec une clé privée. Donc, on va générer une paire de clés, une clé privée, une clé publique. La clé publique, par définition, elle est publique et accessible par tout le monde. La clé privée, par contre, elle est strictement personnelle et doit rester à l'intérieur à l'intérieur du téléphone de celui qui achète le titre. Et la clé privée permet d'écrire un message. La clé publique permet de lire un message. De cette manière, on s'assure que celui qui nous envoie le message est bien celui qui a écrit le message. Donc, on vient utiliser cette clé privée pour chiffrer notre empreinte. Ensuite, on envoie et notre clé publique, et notre signature numérique, et nos données en clair à notre serveur de validation qui va procéder à la vérification de la signature numérique. Donc, la validation, je parle bien d'une validation d'un titre de transport. Et le serveur de validation, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les données en clair, donc le titre unitaire à 1,50 €. Il va faire le même procédé, donc il va hacher de la même manière, ce qui va lui générer notre fameuse empreinte avant qu'elle soit chiffrée par la clé privée. Et il va prendre la signature numérique et il va la déchiffrer avec la clé publique et il va simplement comparer les deux empreintes. Et si elles sont identiques, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de modification de la donnée entre l'achat et la validation. Si il y a eu une modification de la donnée et que le titre unitaire s'est mystérieusement transformé en abonnement annuel, et bien la signature numérique réalisée au moment de l'achat ne va plus correspondre aux données en clair qui sont renvoyées au serveur de validation, où on va avoir une signature numérique qui dit ça, c'est sûr, c'est un titre unitaire, et on va avoir une donnée en clair qui nous dit c'est un abonnement annuel. Et à ce moment-là, on va avoir un problème de vérification de l'empreinte. Et grâce à ça, en fait, on s'assure l'intégrité de notre titre. Ça, c'est, je pense, l'aspect de sécurité qui est le plus important, puisqu'il est utile pour l'intégralité des titres de transport à partir du moment où on parle d'une dématérialisation. C'est à peu près tout pour moi. J'espère avoir été clair pour ce petit sujet qui est la cybersécurité et je vous écoute pour des questions. Alors, merci beaucoup Fabien pour cette présentation et ces aspects de cybersécurité qui sont très importants, je pense, dans votre application MyBus, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Pendant l'exposé, on a eu une petite question, c'était comment vous vous prémunissez de l'attaque des 51% sur votre blockchain? Alors, encore une fois, je ne suis pas expert blockchain, ça c'est un peu une question piège pour moi, donc je pense que je ne vais pas pouvoir répondre à ça. Non, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Voilà, pas de souci. Je suis Moi, désolé. j'avais une question. Comment vous adressez les problématiques liées au RGPD dans l'application MyBus? Alors, effectivement, j'ai parlé de données sensibles et je pense que ça fait tilt avec le RGPD. Il faut savoir que toutes les données de géolocalisation, donc, ce sont les données les plus sensibles chez nous, hein, tout ce qui est coordonnées bancaires, etc. Tout ça, ça part chez nos prestataires de services de paiement. Les données les plus sensibles chez nous, c'est la géolocalisation et elles sont
systématiquement anonymisées dans la journée qui suit. Puisque derrière, on s'en sert uniquement à des fins statistiques, donc on n'a pas besoin qu'elles soient liées directement à des données personnelles. Donc ça c'est le premier truc. Après, on a tout un tas de comment dire de process pour être RGPD compliance, notamment tout ce qui est dès lors où on a en fait la récupération de données personnelles, on récupère bien entendu le consentement de l'utilisateur, on l'informe de ses droits d'accès, de modification, de suppression de ses données personnelles. On lui offre aussi la possibilité de supprimer son compte, qui est en fait chez nous une anonymisation de ses données personnelles, parce qu'on ne supprime pas des données de validation, parce qu'on en a besoin pour nos réseaux exploitants. On a aussi toute une politique de sécurité au niveau des accès des bases de données, c'est-à-dire que chez nous, tout le monde n'a pas forcément accès à toutes les bases de données. On a des environnements de développement qui sont anonymisés, des environnements de pré-production qui sont anonymisés, et seuls nos environnements de production qui sont restreints à quelques personnes, quelques collaborateurs en interne, ne sont pas anonymisés puisque c'est notre environnement de production. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à la question ou si je réponds Si, à très côté. bien. Et du coup, Sébastien, l'orateur précédent, pose une question. Comment vous anonymisez les données après 24 heures, en fait? En fait, on a tout simplement une tâche automatisée qui tourne chaque soir et qui récupère toutes les données qui doivent être anonymisées et qui en fait justement un condensat qui prend les données personnelles et qui en fait un condensat. Puisqu'il faut savoir que, alors, imaginez qu'on a une entité utilisateur qui dispose de titres, donc on a une autre entité ticket, et lors d'une validation, on a un certain nombre de données qui sont répliquées. On a par exemple un tel a validé tel titre à telle heure sur tel arrêt dans tel réseau dans tel pays. Ces données-là, elles sont inscrites avec les données personnelles à l'instant T. Puis ensuite, elles sont traitées, moulinées, et les données personnelles de cette table-là, donc l'entité validation, va être anonymisée. Donc, on va générer en fait un condensat, un hash qui ne correspond à rien. En fait, c'est simplement un hash unique de toutes les données personnelles de cette table-là. Ok, merci. Florian de la compagnie Buzy voudrait savoir si vous avez déjà eu une crise cyber dans votre société, parce que vous avez des données sensibles, et quels enseignements vous pouvez partager de cette crise cyber? Alors, on a eu une crise cyber, effectivement, l'année dernière, à peu près à cette période-là, c'était au mois de septembre, où en fait une route d'API était accessible par élévation de privilèges, si vous voulez. C'est-à-dire que par un enchaînement de conséquences, il était possible de gagner en droit en privilège, donc en droit d'accès. Et il y avait une route d'API qui était sensible à ça et qui permettait en fait de récupérer un certain nombre de données personnelles d'utilisateurs. L'enseignement principal qu'on a tiré, alors bien entendu, c'est on a rebalayé l'intégralité de toutes les possibles élévations de privilèges. On a d'ailleurs, on s'est équipé d'outils en fait qui nous permettent de faire des détections en amont de ce genre de choses, même si ça détecte pas tout, ça nous permet quand même d'en percevoir quelques-uns. Nous-mêmes, on a mis en place au sein de l'équipe une cellule sécurité constituée de trois personnes exactement. On a également rebalayé l'intégralité de nos routes d'API pour appliquer la minimisation des données. Puisque en soi, la route d'API qui a été utilisée était une route d'API qui était logiquement publique, mais qui, par une élévation de privilège, permettait d'afficher plus d'infos qu'il n'était strictement nécessaire. Et ça, ce que ça nous a imposé de faire, c'est effectivement de s'assurer systématiquement que les données qui sont renvoyées soient celles strictement nécessaires pour la bonne utilisation. Par exemple, si on demande les validations toutes les validations de tel réseau, tel jour à telle heure, eh ben, a priori, on ne demande que les validations. On ne demande pas les validations ainsi que les personnes qui ont validé. Donc, par principe de minimisation, on n'affiche que les validations. Et finalement, les données personnelles ne sont exposées. Parce que c'est surtout là l'enjeu du RGPD. Les données qui ne sont pas personnelles, on se pose moins de questions, mais les données personnelles de nos usagers ne sont exposées que quand c'est strictement nécessaire. Et quand elles sont sensibles, elles sont systématiquement chiffrées.